Donc on va attaquer la dernière thématique de la matinée autour des algues et de la santé, où nous allons voir 3 intervenants de premier ordre, que sont François Sieber, Yannick Lerat, donc qui est une des vedettes de la conférence, qui est directeur scientifique du Centre d'études et de valorisation des algues, qui va modérer un peu cette thématique, donc je lui passerai le micro. Thématique qui sera conclue par le docteur Dominique O'Haraud, que je remercie au passage, parce que c'est en grande partie grâce à lui que l'idée de cette conférence Mer et Santé a germé. Donc voilà, je laisse la parole donc à François Sieber qui va introduire cette thématique. Oui, déjà je voulais remercier Guillaume et puis tout le comité d'organisation de cette conférence Mer et Santé. Nous donner l'opportunité de parler des algues, c'est pas si courant. Dans le domaine de la mer, on intervient un petit peu quand même de temps en temps. Et donc dans ces 3 présentations, vous allez avoir une vue des algues dans des applications cosmétiques, dans des applications plutôt nutrition santé, et puis dans des applications plus médicales sur les carences en iode. Donc je pense que ça donnera déjà un petit tour d'horizon et puis une envie de contacter ces présentateurs pour discuter plus avant des applications potentielles des algues, en particulier dans le milieu marin. Voilà, je laisse la parole à François. Merci pour cette introduction. J'aimerais commencer par remercier l'organisation de me permettre d'intervenir aujourd'hui au nom des laboratoires de Biarritz. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la biodiversité des algues, redéfinir un peu ce que l'on entend par algues. Donc ça constituera la première partie de ma présentation. J'aimerais introduire 3 grandes familles de molécules à fort pouvoir de valorisation chez les algues. 3 grandes familles, mais il en existe évidemment d'autres. Et j'aimerais illustrer cette valorisation par le biais d'un exemple local, l'algue rouge Gelidium sesquipedale, qui pousse particulièrement bien sur les côtes basques, sur la côte basque. Alors, qu'est-ce qu'on entend par algues ? En fait, quand on parle d'algues, on parle d'organismes extrêmement variés, parfois très éloignés les uns des autres. Le point commun entre toutes les algues, c'est que ce sont des organismes photosynthétiques. Ils utilisent la lumière du soleil pour fixer le carbone et le transformer en nutriments, en biomasse. On trouve des algues dans à peu près tous les milieux terrestres, dans les océans, dans les mers glaciales, sur les rochers, à l'air libre, dans les eaux douces. Le monde du vivant, on peut le subdiviser en 6 grands groupes. Les archées, dont on ne parlera pas trop aujourd'hui, les bactéries, le monde des plantes, des protistes, des champignons et des animaux auxquels on appartient. Quand on parle d'algues, on ne parle pas uniquement de plantes, on parle aussi de bactéries et de protistes. C'est ce que je vais tenter d'illustrer maintenant, en dressant un tour d'horizon de ce que sont les algues. Commençons avec les algues de type bactérienne. Il y a une grande famille de bactéries qu'on appelle les cyanobactéries qui sont capables de réaliser la photosynthèse. Il s'agit d'organismes unicellulaires, avec ici 2 exemples. Arthrospira platensis, qui n'est autre que la spiruline que l'on connaît comme excellent complément alimentaire. Quand on la regarde à l'échelle microscopique, on voit des formes de spirales qui lui ont donné son nom, apparaissant verte car elle contient de la chlorophylle nécessaire pour réaliser la photosynthèse. Un autre exemple de cyanobactérie du genre Nostoc, quand on la regarde au microscope, on peut observer sa structure aussi un petit peu filamenteuse. C'est une bactérie qui vit à l'air libre, dans des environnements extrêmement pauvres en nutriments, qui peut pousser parfois sur de simples rochers, ou qui sont des environnements très pauvres donc, en éléments nutritifs. Et ces bactéries, lorsqu'elles prolifèrent, peuvent donner des structures que l'on peut aisément confondre, par exemple, avec des champignons. Donc, il s'agit là de plusieurs millions de bactéries qui forment une grosse colonie. Sur la gauche, je vous ai mis une photo prise de l'espace. En fait, il ne faut pas se fier à la petite taille de ces cyanobactéries parce que lorsqu'elles prolifèrent, elles peuvent donner des mégacolonies que l'on peut même observer depuis l'espace. Ici, notamment avec des mégacolonies de cyanobactéries aux alentours des îles Fidji. Donc voilà pour les algues de type plutôt bactérien. Ensuite, on aura un autre grand groupe d'algues qui se rapproche un tout petit peu plus des plantes terrestres telles qu'on les connaît.
Donc là, je vais parler des algues de type plante, entre guillemets. La grande famille des algues la plus proche des plantes terrestres est la famille des charophycées, avec cet exemple de Caraglobularis qui est aisément qu'on peut confondre facilement avec une plante supérieure. Parmi les algues vertes, on a aussi les chlorophycées. Donc là, on parle d'une très grande famille. Il n'y a pas uniquement ce représentant-là, il y a plusieurs centaines, voire des milliers d'espèces au sein des chlorophycées. Chlamydomonas reinhardtii est une algue unicellulaire, comme la majeure partie des algues de cette famille, et présente la particularité d'avoir un flagelle qui lui permet de se mouvoir. Alors ça, c'est une caractéristique que l'on a tendance à accorder aux animaux, mais là, on a l'exemple d'un mélange de plantes et d'un caractère animal, donc une plante capable de se mouvoir. Chlamydomonas reinhardtii constitue un modèle d'étude des algues extrêmement important. On a des algues un peu plus connues et auxquelles on est un petit peu plus habitué, comme l'ulve. Et puis un peu plus éloigné des plantes terrestres, on a le groupe des Rhodophyta. Il s'agit en réalité des algues rouges. Donc c'est une très grande famille qui comprend à la fois des algues unicellulaires, comme Porphyridium cruentum, ou alors des macroalgues, donc des algues pluricellulaires, telles que le Gelidium sesquipedale. Donc c'est cette algue que l'on trouve en grande quantité ici dans notre région, car les conditions lui sont tout à fait propices à la croissance. Je vais utiliser cette algue comme exemple de ressources et de valorisation. Tous les ans, en fait, dans le cycle de l'algue, il y a une grosse partie de son thalle qui se sépare du pied de l'algue et qui, à la fin de l'été, notamment au moment des grandes marées, est rejetée par l'océan sur nos plages. Donc, ce sont plusieurs centaines de tonnes d'algues qui sont naturellement rejetées par les océans et qu'il suffit, entre guillemets, presque de ramasser. Donc voilà pour ces grandes familles d'algues qui se rapprochent plus ou moins des plantes terrestres. Maintenant, je vais passer à un autre grand groupe de familles d'algues que l'on classera plutôt dans le groupe des protistes. Il contient des grandes familles de phytoplancton, comme les Dinophycées et les Bacillariophyta, et puis les algues brunes. Donc il faut être conscient que les algues brunes, finalement, sont très éloignées des algues rouges et des algues vertes. Commençons avec les dinoflagellés, qui sont une grande famille de phytoplancton essentiels à la chaîne alimentaire. Donc, il s'agit d'organismes flagellés, capables aussi de se mouvoir pour la plupart, capables de réaliser la photosynthèse. Une particularité de ces organismes, c'est qu'un grand nombre d'espèces parmi cette famille sont aussi capables de se nourrir de bactéries. Donc c'est un mélange en fait d'un système autotrophe avec la photosynthèse, hétérotrophe en se nourrissant de proies. On appelle ces organismes des organismes mixotrophes. Une autre énorme famille de phytoplancton, ce sont les diatomées, avec ici un panel de quelques espèces observées au microscope. Il est difficile de dénombrer le nombre d'espèces qui appartiennent à cette famille, tellement il en reste encore à découvrir. Elles sont extrêmement nombreuses, certains citent des chiffres comme plusieurs dizaines de milliers. C'est encore difficile à établir. Alors, ce sont aussi des algues unicellulaires qui présentent la particularité de s'envelopper d'une carapace, d'un squelette externe de silice, et qui peuvent prendre des structures très variées et très complexes, comme on peut le voir ici. Alors, non seulement ce squelette sert à protéger l'intérieur de la cellule, mais on a compris aujourd'hui aussi que ces structures permettaient, à l'échelle nanoscopique, de favoriser la manière de capter les rayonnements du soleil. En fait, par principe, la photosynthèse repose sur les rayonnements lumineux, mais il y a une grosse perte d'énergie qui se fait par réflexion. Et ces structures permettent en fait de limiter la réflexion des rayons qui ne seraient pas captés et de concentrer la lumière à l'intérieur de la cellule. Aujourd'hui, l'homme s'inspire de ces structures pour essayer de les mimer, de les recréer et de les appliquer notamment dans le domaine du photovoltaïque pour augmenter les rendements de conversion énergétique.
Et puis comme je vous le disais, il y a le groupe des algues brunes, et je vais en passer parce que je ne vais pas pouvoir énumérer, même si ce sont des grandes familles, je ne vais pas pouvoir en parler aujourd'hui. Donc les algues brunes, avec ici les 5 représentants principaux que l'on trouve ici sur nos côtes, donc Cystocera baccata, Stypocolon scoparium, Dictyopteris polypodioides. Donc les algues brunes, je le rappelle, très différentes des autres grands groupes de macroalgues. Et peut-être deux derniers exemples des représentants des Primnesiophycées, avec Phaeocystis pouchetei, qui est en fait l'algue qui est responsable de ces formations de mousse que l'on peut constater de temps à autre lorsqu'elle est dans son cycle en pleine explosion de population. Donc ce n'est pas forcément dû à des rejets ou à de la pollution que l'on observe de ces mousses. Et puis un autre exemple pour bien noter qu'au sein d'une famille, on a des organismes très différents. Gephyrocapsa oceanica, qui elle aussi présente une structure externe très jolie à observer au microscope. Donc vous l'aurez compris, quand on parle d'algues, on parle d'organismes extrêmement variés, extrêmement nombreux. Maintenant, j'aimerais introduire 3 grandes familles de molécules d'intérêt qui sont pas uniquement spécifiques des algues, mais qui présentent un fort pouvoir de valorisation. Je vais commencer avec les polysaccharides, je parlerai ensuite des pigments photosynthétiques et finirai avec les composés phénoliques. Les polysaccharides sont sûrement parmi les molécules les mieux valorisées à l'heure actuelle à partir des algues. Donc les polysaccharides, c'est quoi? Ce sont des grandes molécules, des grandes chaînes de sucre, par exemple des grandes chaînes de glucose, de galactose. Un polysaccharide que l'on connaît tous très bien, c'est l'amidon de la pomme de terre, par exemple. Donc il existe des polysaccharides très différents, très variés, suivant les familles d'algues. Donc il y a des polysaccharides spécifiques des cyanobactéries, d'autres que l'on trouve plus dans les algues vertes, dans les algues rouges, dans les algues brunes. Et je passe tous les autres groupes dans lesquels on est encore susceptible de découvrir des polysaccharides inconnus à l'heure actuelle. Et pour l'instant, ces molécules sont principalement valorisées pour leur qualité rhéologique, leur effet gélifiant, épaississant, stabilisant. Et on les utilise beaucoup en agroalimentaire, en cosmétique, mais aussi dans d'autres domaines, et comme je l'illustrerai après dans cette présentation. Il y a certaines études aussi qui accordent à ces molécules un potentiel ou une activité biologique antivirale, antioxydante. Je développerai ce que c'est qu'un antioxydant par la suite. Deuxième grande famille de molécules que l'on trouve dans les algues, ce sont les pigments. Les pigments, ce sont ces molécules qui permettent de capter la lumière du soleil, de capter l'énergie des rayons lumineux pour pouvoir réaliser la photosynthèse. Donc une base de la photosynthèse, ce sont les chlorophylles. Il en existe de divers types. On a aussi les pigments photosynthétiques de type caroténoïdes. Donc on les connaît dans notre quotidien parce que ce sont les caroténoïdes qui donnent ces couleurs jaune, orange, rouge à certains fruits et légumes. Ils tirent d'ailleurs leur nom de la carotte. On en trouve aussi dans la tomate. Ces pigments sont essentiels et il en existe de nombreux représentants. Et enfin, un autre groupe de pigments plus spécifiques des algues, ces pigments-là, on ne les trouve pas dans les plantes supérieures, les phycobiliprotéines, avec par exemple la phycoérythrine de couleur rouge qui donne en fait cette couleur rouge au gélidium, par exemple. La combinaison de tous ces pigments en fait, permet aux algues d'absorber les rayons lumineux de l'ensemble du spectre du visible. On voit ici le spectre du visible qui s'étale du violet jusqu'au rouge, avec ici l'absorption des chlorophylles qui se réalise plus entre le violet et le bleu. Ensuite viennent les caroténoïdes qui absorbent dans le bleu, la phycoérythrine qui complète ce spectre d'absorption dans le vert et la phycocyanine dans le jaune. La combinaison donc de ces pigments permet de profiter de toutes les longueurs d'onde de la lumière pour pouvoir capter un maximum d'énergie et réaliser la photosynthèse. Et enfin, les composés phénoliques. Alors, c'est un terme bien générique pour de très nombreuses molécules, mais j'entends là composés phénoliques au même titre, par exemple, que ces molécules qu'on peut trouver dans le
dans le thé, dans le café, dans le chocolat noir ou dans le vin rouge, ces molécules aux bienfaits antioxydants. Donc il en existe aussi des représentants qui sont spécifiques des algues, de chaque famille d'algues, des cyanobactéries, algues vertes, algues rouges, algues brunes. Je ne vais pas les développer ici. Et on leur accorde donc principalement des propriétés antioxydantes, mais aussi certaines d'entre elles absorbent dans le rayonnement UV, donc pourraient être utilisées comme filtre UV, antivirales, bactéricides, et de nombreuses autres applications potentiellement pharmaceutiques d'intérêt. Donc ces 3 grandes familles de molécules, on les trouve aussi dans le gélidium de la côte basque. Donc historiquement, la principale voie de valorisation de cette algue se fait par le biais des polysaccharides, car en fait le gélidium est très riche en un type de polysaccharide particulier. Il s'agit de l'agar-agar ou l'agarose. Donc vous connaissez peut-être ce polysaccharide car on l'utilise en cuisine notamment. Comme je le disais avant, on les utilise aussi en cosmétique. Moi, j'aimerais illustrer une 3e application qu'on a tendance à ne pas connaître en général. Il s'agit de l'agarose en biologie moléculaire. Donc, en fait, quand on regarde un gel d'agarose au microscope électronique, ça forme une structure, un tamis moléculaire de cette forme-là. Et en fait, en biologie moléculaire, on utilise cette caractéristique pour analyser l'ADN. Comment s'y prend-on ? En fait, ça permet de séparer des molécules d'ADN en fonction de leur taille. On fait migrer de l'ADN à travers ce tamis moléculaire, et des petites molécules d'ADN vont pouvoir se faufiler beaucoup plus facilement à travers ce réseau que des grandes molécules d'ADN. Il en résulte, après avoir fait migrer de l'ADN sur ces gels, que des grands fragments resteront en haut parce qu'ils auront parcouru une plus courte distance que des petits fragments d'ADN qui sont allés plus rapidement et qui auront donc migré plus loin. À quoi ça sert ? Par exemple, la police scientifique s'en sert tous les jours pour comparer les profils ADN de plusieurs suspects, par exemple. Ensuite, j'aimerais illustrer notre voie de valorisation nous, au laboratoire de Biarritz. Donc, on a développé à partir de l'algue un extrait qui combine caroténoïdes et flavonoïdes, donc qui tirent profit de leur potentiel antioxydant extrêmement puissant. Donc, on a développé un extrait qui permet de purifier et d'enrichir ces 2 types de molécules en même temps. D'ailleurs, ce protocole fait intervenir de l'eau de mer, dont je ne vanterai plus les mérites après les présentations qui ont eu lieu auparavant. Et donc, je parle depuis tout à l'heure de molécules antioxydantes. Qu'est-ce que c'est que les molécules antioxydantes ? Toute cellule du vivant produit par nature des molécules qu'on appelle des radicaux libres, ou des espèces réactives d'oxygène. Ce sont des molécules extrêmement instables et très réactives. Naturellement, les cellules ont développé des moyens de se préserver de ces molécules parce que le danger des radicaux libres, c'est qu'ils sont instables, ils ont besoin de réagir avec quelque chose pour pouvoir se stabiliser. En réagissant avec les molécules qui les entourent, ils ont tendance à les altérer. Donc les radicaux libres peuvent altérer par exemple les lipides constitutifs de la paroi des cellules, peuvent altérer les protéines, peuvent même altérer l'ADN. Donc il est essentiel de contrôler la présence des radicaux libres. Il y a des mécanismes dans la cellule qui sont là pour ça, contrôler cette balance entre les radicaux libres et les antioxydants, sachant que la production de radicaux libres est favorisée par des stress environnementaux, notamment la pollution, le soleil, les rayonnements lumineux étant chargés d'énergie ont tendance à provoquer la synthèse de radicaux libres, la manière de se nourrir, le stress, la condition physique. Donc, les flavonoïdes que l'on trouve dans l'algue rouge, étant antioxydants, ils permettent de contribuer à capter ces radicaux libres et à lutter contre leurs effets néfastes. Deuxième type de molécules, donc c'est les pigments de type caroténoïde que l'on a voulu utiliser. Les études ont montré que les caroténoïdes les plus présents dans l'algue rouge sont la lutéine et la zéaxanthine.
Et nous savons maintenant que le corps humain en fait, doit se subvenir en caroténoïdes, car on n'est pas capable de synthétiser ces molécules. Donc il est essentiel d'avoir une alimentation qui contient des caroténoïdes. Pourquoi? Parce que le corps, au cours de l'évolution, a développé l'utilisation de ces deux molécules, précisément la lutéine et la zéaxanthine. La lutéine que l'on absorbe vient se concentrer dans deux tissus en particulier du corps humain, l'œil et la peau. Pourquoi l'œil et la peau? Parce que ce sont les deux tissus qui sont principalement exposés à des rayonnements lumineux, chargés d'énergie et qui ont tendance à favoriser la synthèse de radicaux libres. On voit ici que la concentration de la rétine, de l'iris et de la sclérotique de l'œil est extrêmement riche en lutéine et en zéaxanthine, car c'est ici que les rayonnements lumineux viennent frapper les tissus sensitifs qui sont ensuite traduits en vision. Et il faut contrôler la synthèse des radicaux libres qui a lieu à cet endroit. Et c'est exactement le même principe qui a lieu au niveau de la peau lorsqu'elle est exposée notamment aux UV. Donc il nous a paru logique, nous, de tirer profit de la présence naturelle de ces caroténoïdes dans la peau pour pouvoir apporter un soutien à ce mécanisme de défense naturelle et profiter des flavonoïdes extrêmement efficaces de l'algue pour développer cet extrait Algagoria. Aujourd'hui, cet extrait fait partie intégrante des produits développés par les laboratoires de Biarritz. Donc on a une gamme de produits solaires que l'on a agrémentés d'Algagoria, comme je viens de le dire, parce que quand on s'expose aux UV, quand on s'expose au soleil, on a tendance à provoquer la synthèse de radicaux libres. Donc un apport topique d'antioxydants est tout à fait recommandé. Et de la même manière, dans une gamme de produits soins, nous avons intégré l'Algagoria comme un mécanisme de prévention de l'effet néfaste de ces molécules, car c'est dans cet esprit de prévention que nous aimons développer nos produits.